Du moment, réaction à vif dans ce journal. Lancement de Global Mali 2013, une initiative du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Il a pour objectif de réduire la mortalité et la morbidité des personnes vulnérables tout en renforçant et en élargissant l'espace humanitaire. Le 7e jour de Maoul célébré hier nuit à Bamako dans la plus grande simplicité à l'intérieur de certaines mosquées. État d'urgence oblige. Une patrouille de grande envergure a été cependant organisée. Objectif sécuriser Bamako et ses habitants. Mercredi 30 janvier, bienvenue sur l'ERTM. Bonsoir à tous. Fin hier du 20e sommet des chefs d'État de l'Union africaine à Addis Abeba, l'Afrique et la communauté internationale ont manifesté leur solidarité envers notre pays avec la somme de près de 225 milliards de francs CFA, une somme qui sera destinée au financement de la MISMA et la restructuration de l'armée malienne. En guise de remerciement, le président de la République par intérim a rassuré les uns et les autres quant à la bonne gestion de ce fonds. Professeur Djonkouda Traoré est au micro de nos envoyés spéciaux, Adama Kamara et Modibo Marikou. Un calendrier particulièrement chargé pour le président de la République par intérim à cette 20e session de la conférence des chefs d'État de l'UA. Entre les travaux et les audiences accordées ici et là, le séjour du président n'a pas été de tout repos. Pour la journée de ce lundi matin, le président Djonkouda a été reçu par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Djonkouda l'a informé des derniers développements de la situation dans notre pays. D'après ce qu'il nous a révélé à sa sortie d'audience, les élections au Mali sont envisageables dès le mois de juillet prochain. C'est une feuille de route qui prévoit les élections avant le mois de juillet, avant le 31 juillet 2013. Donc vous imaginez que les choses vont aller assez vite, beaucoup plus vite que beaucoup ne croient. Mais je pense que c'est un challenge, et c'est un pari qui peut être tenu et par le Mali et par la CEDEAO. Alassane Dramane Ouattara a rassuré le président Traoré du soutien de la Côte d'Ivoire et de la CEDEAO en général. Une transition n'est jamais une chose facile et c'est beaucoup de détermination. Je voudrais vous encourager et dire que la CEDEAO est mobilisée et nous sommes déterminés à accompagner nos frères maliens. Et c'est un dossier qui concerne tout le monde et les perspectives sont bonnes et nous souhaitons que tout cela puisse mettre fin aux souffrances de nos frères et sœurs maliens. Même ordre du jour au cours de la séance de travail que Djonkouda a eu avec le président congolais Denis Sassou Nguesso quelques heures plus tard. De l'interview que le président Djonkouda a accordée à la télévision congolaise, on a appris que Brazzaville participe déjà à la guerre en assistant le Tchad dans le transport de ses troupes. L'audience aurait donc permis aux deux personnalités de voir dans quelle mesure renforcer cette participation. Le président de la République par intérim a reçu en séance de travail le sous-secrétaire d'État américain à la défense. Il a été question là aussi de trouver les voies et moyens d'aider notre pays en attendant la reprise totale de la coopération suspendue depuis le coup d'État du 22 mars. Il dit qu'il était venu pour donner son appui à la CEDEAO, aux Nations Unies, à la France et au Mali par rapport à la crise actuelle et aux ressources recherchées pour s'attaquer à cette crise. À cet effet, il est heureux d'annoncer que les États-Unis ont promis 96 millions de dollars à la CEDEAO pour la lutte contre l'insécurité au Mali. À noter que le président de la République a accordé des audiences à des personnalités à huis clos. Il s'agit des présidents tchadiens, congolais, béninois, du secrétaire général de l'ONU, de la présidente de la commission de l'UA. Voilà, c'était plutôt là les rencontres du président de la République par intérim avec le président ivoirien Alassane Ouattara, le président congolais Denis Sassou Nguesso et le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines. Je vous propose maintenant de l'écouter. Le gouvernement du Mali, qui vient d'adopter sa feuille de route, entend veiller au respect des droits humains et ne permettra aucun écart dans ce domaine. Les auteurs des exactions qui accompagnent malheureusement toujours les situations de guerre seront recherchés inexorablement et devront répondre de leurs actes.
En outre, je voudrais réitérer ici notre engagement à conduire la transition au Mali avec un seul agenda: le recouvrement des territoires occupés du Nord, mais aussi et surtout le retour du Mali à une situation constitutionnelle normale. C'est-à-dire notre détermination à organiser le plus rapidement possible, en tout cas notre souhait avant le 31 juillet 2013, des élections propres, c'est-à-dire transparentes et crédibles. Encore une fois, je voudrais dire merci à tous qui ont participé au sommet de l'Union africaine et qui ont également participé à cette conférence de donateurs. Merci. Merci au nom du Mali, merci au nom du peuple malien, merci au nom de notre sous-région et de l'Afrique tout entière. Merci beaucoup. Et toujours dans le même registre, mais cette fois-ci avec le Premier ministre Django Sissoko qui a reçu en audience le chef d'état-major de l'armée française. La situation militaire au nord du Mali était bien sûr au centre des échanges. Selon le chef d'état-major français, les combats contre les envahisseurs se poursuivent normalement. On l'écoute, il est au micro de Thiemoro Sagara. Nous avons bien sûr discuté de la situation sous l'angle militaire et du fait que les forces armées maliennes, avec les forces armées françaises, ont depuis maintenant 15 jours, on est le 29, donc ça fait 18 jours maintenant, inversé le cours des choses et que le rétablissement de la légalité malienne au nord du Mali a commencé. C'est une bonne nouvelle et bien sûr nous allons continuer. Entrevue également entre une mission de l'Union européenne et le Premier ministre. Il a été surtout question de la crise actuelle qui traverse le Mali. L'Union européenne s'engage à soutenir notre pays pour l'application conforme de la feuille de route. Agibou Koulibaly. Le Premier ministre Django Sissoko et la délégation de l'Union européenne ont échangé sur la feuille de route élaborée par le gouvernement. Ce document est un cadre de référence de l'action gouvernementale définissant les priorités et les orientations stratégiques durant la période de transition politique. L'objet de notre visite, c'est de voir comment concrètement nous allons pouvoir apporter notre soutien au Mali dans un cadre qui est déjà historiquement bien fourni, puisque la coopération entre l'Union européenne et le Mali remonte à bien des années, mais aujourd'hui, avec la feuille de route, elle prend un nouveau souffle. Et c'est ceci que nous sommes venus discuter avec nos amis maliens dans les différents ministères et avec le Premier ministre aujourd'hui. La délégation de l'Union européenne l'a confirmé au cours de cette audience. Elle aidera aussi le Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Nous sommes impressionnés par et la sagesse et la profondeur des vues du Premier ministre. Et donc nous savons qu'il y a une relation de confiance avec le Mali, avec ses autorités. Et c'est sur cette base que nous pouvons continuer à travailler. La délégation de l'Union européenne est reçue par le chef du gouvernement au lendemain de l'adoption par les élus de la nation de la feuille de route qui était très attendue par les partenaires du Mali. Et nous allons justement aborder le vote hier par l'Assemblée nationale de la feuille de route du gouvernement, une feuille de route défendue par le Premier ministre Django Sissoko et qui a été adoptée à l'unanimité par les députés. Je vous rappelle que le document porte sur les deux missions principales du gouvernement, à savoir la libération totale des régions occupées et l'organisation d'élections crédibles. Ibrahima Traoré nous donne plus de détails sur la conclusion des travaux de cette session. La feuille de route tant attendue par les Maliens et la communauté internationale est enfin adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Le document a été défendu par le Premier ministre. Répondant aux préoccupations des députés, Django Sissoko estime que la période est très difficile. Le gouvernement en est conscient. Son seul souci est de sortir rapidement le Mali de la profonde crise qu'il traverse, ce qui se fera avec l'ensemble des forces vives de la nation pour relever les défis du moment. Concernant la reconquête des régions occupées, le Premier ministre indique que
que la réponse est palpable déjà sur le terrain. Le budget 2013 consacre à la mission 174 milliards de francs CFA et 25 milliards de francs CFA sont réservés aux élections à venir. Parlant de la constitution de la CENI, il n'y a pas lieu d'être inquiet selon le chef du gouvernement. Le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, en rapport avec les partis politiques, examinera l'importante question de la révision de la composition de la CENI. Si vous voulez qu'on maintienne le statu quo, il n'y a aucun problème. Si vous voulez qu'on change, c'est vous qui déciderez comment il faut changer, qu'est-ce qu'il faut changer. Pour l'audit du fichier électoral, notamment le RAVEC, il est terminé et le rapport final est disponible, rassure Django Sissoko. Le calendrier électoral présenté aux députés reste indicatif, a-t-il insisté. Le gouvernement travaillera à ne pas bâcler l'organisation des élections pour éviter toute crise post-électorale. Un accent particulier a été mis sur l'inconvénient qu'il y a à organiser des élections pendant l'hivernage. Il en sera tenu compte. Ce n'est pas le gouvernement seul qui prendra la décision. Tant que nous ne sommes pas sûrs que toutes les conditions sont réunies pour éviter toute crise post-électorale, nous n'organiserons pas les élections. La gestion courante des affaires de l'État préoccupe aussi le gouvernement. D'abord, l'administration retournera partout où elle était dès que les conditions seront réunies, selon le Premier ministre. Il ajoute qu'un accent particulier sera mis sur la sécurité des personnes et des biens, ainsi que sur l'état de droit. Django Sissoko rassure que le gouvernement sera intransigeant sur ces questions. Après de vifs débats, les députés ont donc donné leur quitus au gouvernement. Le Premier ministre a été convaincant, estime-t-il. Les membres du gouvernement s'engagent ainsi à tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs recherchés. Ils réagissent au micro de Ibrahima Traoré. La mission de sécurisation des personnes et des biens va s'exécuter en plusieurs étapes. La première étape, c'est d'abord de chasser les groupes terroristes des régions occupées. Après, il y a une phase de consolidation. Et la phase qui va prendre certainement un peu plus de temps, c'est la phase de stabilisation. Dans tous les cas, on ne finira jamais cette mission de sécurisation des personnes et des biens qui est une mission permanente. Nous allons tout faire pour tenir ce calendrier, parce que ce que nous visons à travers les prochaines élections, c'est surtout améliorer le taux de participation. Je pense que c'est dans ces conditions qu'on réussira à mettre en place des institutions plus stables. Nous avons effectivement les moyens de financer entièrement la feuille de route en accord avec le ministre de la Défense et l'Assemblée nationale. Nous avons suffisamment de ressources pour financer la reconquête du Nord et pour organiser les élections. Je dirais simplement que nous avons le quitus pour aller plus vite, pour répondre aux aspirations des Maliens. Nous sommes disposés à vous apporter le maximum d'informations en temps réel sur la feuille de route. Le Premier ministre, il a été très concis dans sa feuille de route. Il ne s'est pas trop étendu sur des aspects un peu superficiels. Il s'est contenté de l'essentiel. Et c'est cet essentiel que nous, au niveau de l'Assemblée, de la représentation nationale ici, que nous sommes en train d'analyser avec beaucoup d'intérêt. Au-delà de cette question du Nord, je pense que les autres questions ont été abordées, notamment comment renforcer l'état de droit, comment mettre en route un système, un dispositif électoral convenable qui puisse satisfaire tout le monde. Et à cet égard, il est important de signaler que la feuille de route jette les bases de la refondation d'un État démocratique, d'un État de droit. La liberté de la presse au Mali, il a été également question de cela à l'hémicycle. Je vous informe que notre pays occupe une place très peu honorable dans le dernier classement de Reporters sans frontières. Pour pallier à cette lacune, le député Kassoum Tapo demande aux autorités de la transition de lutter contre les censures, surtout sur les antennes de l'ERTM. On l'écoute. Cette presse, Monsieur le Premier ministre, l'ERTM, le service public, s'il vous plaît, rendez-lui sa liberté.
C'est pendant cette transition que nous devons mettre les bases d'un État démocratique, d'un État de droit. Permettez à nos journalistes de faire des débats. Et quand ces débats sont faits, que nul ministre, que nul officier, que nul directeur de service ne puisse le censurer. Comment voulez-vous nous empêcher de parler en ce 21e siècle? Si nous ne parlons pas à leur thème, tout ce que vous voulez cacher, vous le trouverez sur Africa 24, vous le trouverez sur TF1, vous le trouverez sur RFI. Et après, quand on s'adresse à ces médias, vous nous traitez d'apatrides. S'il vous plaît, permettez à notre presse nationale de s'exprimer. Voilà, des propos recueillis par Ibrahima Traoré. Actualité oblige. Les députés ont aussi réagi par rapport au dernier agissement du MNLA. Les membres de ce groupe affirment occuper actuellement la ville de Kidal. Nos députés disent non aux négociations avec le MNLA ou autres groupes rebelles avant la libération totale du pays. Les élus attirent ainsi l'attention des autorités maliennes et françaises face à la proposition de certains rebelles qui demandent le dialogue. L'Assemblée nationale pense tout simplement qu'il ne représente rien. Ibrahima Traoré. La situation au nord du Mali semble dessiner une nouvelle tournure qui vise à freiner l'intervention militaire pour libérer le pays. L'Assemblée nationale tire la sonnette d'alarme. Les députés disent oui au dialogue, mais seulement après la reconquête totale des territoires encore sous occupation. Les élus pointent du doigt le MNLA qui fait aujourd'hui des offres de services à la France et qui continue son offensive médiatique pour dire qu'il contrôle Kidal et prend ses distances vis-à-vis des groupes terroristes. En fait, il y a un certain nombre de paramètres qui sont incontestables. 1. Le MNLA n'existe pas sur le terrain. Il n'a pas renoncé à l'indépendance. Il n'a aucune légitimité parce qu'il est majoritaire même dans la famille des dirigeants, dans les familles des dirigeants. Il n'a pas de mandat, mais surtout, il n'a pas déposé les armes. À part ce moment, et ses leaders aujourd'hui doivent être poursuivis aussi bien par la Cour pénale internationale que par nos juridictions nationales. Pour les députés, aucune forme de séparatisme, de fédéralisme ou encore d'autodétermination ne doit être acceptée. Ils ajoutent que les lobbies des rebelles Touaregs ne doivent pas primer sur les intérêts du Mali, ce qui nécessite d'ores et déjà une vigilance. Que le gouvernement soit plutôt à l'écoute de ceux qui veulent le dialogue, au lieu de le privilégier aujourd'hui. C'est dépassé ce stade. Il est illusoire, à mon avis, de faire confiance au nouveau mouvement, encore islamiste, encore sur le territoire de l'Azawad, créé pour nous tromper. Le Premier ministre semble prendre bonne note. La France aussi, ce pays ami jusque-là, applaudi par l'ensemble des Maliens. À Ségou, même son de cloche, l'intégrité territoriale du Mali n'est pas négociable. Pour en savoir davantage, une équipe de l'ERTM a sillonné la ville des Balanzans. La reprise des grandes villes du nord du Mali par l'armée malienne et française fait la fierté des habitants. D'ailleurs, c'est le sujet de toutes les conversations et causeries dans les grains et autres lieux de regroupement. C'est ce que nous disent nos correspondants Dougou Fana Traoré et Karamoko Traoré. Le principal sujet de causerie dans les lieux de regroupement à Ségou aujourd'hui n'est pas le football, mais la libération des régions de Gao, Tomboto et Kidal. Ici, à Ségou, on ne chante que la gloire de notre armée nationale, celle de la France et des troupes africaines, notamment burkinabé et togolais, qui nous appuient et qui sont basées à Markala et San en 4e région. Les Ségoviens que nous avons rencontrés rejettent en bloc une quelconque négociation avec le MNLA. Pour moi, ça fait 50 ans, le Mali a 50 ans. Près de 4 rébellions. Négociation depuis Modibo Keïta. Négociation avec Moussa Traoré. Négociation avec Alpha Omar Kodare. Négociation encore avec Amadou Touré et avec la transition. Je pense que tout honnête intellectuel sait qu'il y a eu trop de négociations. Le MNLA joue avec le sentiment des Maliens. Il joue avec l'opinion internationale. Pour moi, il n'y a pas de négociation possible. C'est tout simplement la reddition du mouvement et sa reconnaissance en tant que fraction malienne. Le Mali n'a jamais été un pays raciste. Nous avons toujours vécu en bonne intelligence avec nos frères Touaregs, Morts, Tamashek. Il y a même des mariages entre nous. Mais pour certains besoins de velléité, des vendeurs du drogue, des futurs
parias du pétrole qui veulent imposer à notre pays une scission. Nous ne serons jamais d'accord. Le Mali est un. Il le restera, même si nous devons mourir. Même nous, à 65 ans, je suis prêt aujourd'hui à prendre les armes pour aller au nord. Mais le Mali sera le Mali. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce qu'il faut négocier avec un rebelle. Le peuple malien a suffisamment négocié. Je pense que quand on est citoyen, on se dit citoyen d'un pays, on ne négocie pas avec les armes. On vient à la table de négociation et on discute du développement de sa nation. À mon avis, la négociation qui vaille au Mali aujourd'hui, c'est toute négociation autour du développement du Mali. Je ne suis pas d'accord qu'on négocie avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait trop de dégâts, quoi. On ne peut pas discuter avec les MNLA parce que les MNLA c'est des terroristes. C'est eux qui sont à la base de tous les problèmes que nous avons connus dans ce pays. La première attaque contre notre pays et la volonté de le détruire, c'est les MNLA qui est à la base. On ne discute pas avec des terroristes. L'Algérie n'a pas discuté avec des terroristes. La France n'a jamais discuté avec des terroristes. Ce n'est pas nous qui allons discuter avec des terroristes. Il ne doit pas avoir de négociation parce que ces gens-là, c'est des rats. Aujourd'hui, ils sont dans le trou, demain, ils sont au dehors. MLA négocier. Moi, je fais négocier, fais une bonne hier là, fais ma bouillère là, vous négociez. Négociation, comme vous le constatez, les Ségoviens sont fiers de leur armée nationale. Les Ségoviens sont fiers de l'armée française. Les Ségoviens sont fiers de toutes les troupes qui sont venues défendre le Mali. Mais les Ségoviens rejettent totalement une éventuelle négociation avec le MLA ou tout autre mouvement terroriste. Merci Dougou Fana. Depuis Ségou, un mot de l'aspect sécuritaire dans les villes reconquises par nos forces armées et leurs alliés. Après la victoire, l'heure est à la sécurisation. Les forces françaises, tchadiennes et nigériennes ainsi que l'armée malienne font le nécessaire. Désormais, un important dispositif sécuritaire ferme la ville, un motif d'assurance pour les populations. Nos envoyés spéciaux, Massa Doumbia et Daouda Sidiki Diarra, nous font le point avec la collaboration de la DIRPA. À Gao, les populations sont désormais libres de leurs mouvements. Elles viennent d'être libérées du joug islamiste grâce aux forces françaises, maliennes, tchadiennes et nigériennes. Dès lors, toutes les mesures ont été prises par le commandant du théâtre pour sécuriser la cité des Askia. C'est normal qu'on contribue aux côtés de nos frères maliens avec l'armée française. On est très content de voir la population de Gao qui sort librement, circule librement avec le you des femmes. On est très content. Et actuellement, on peut dire que la sécurité dans la ville de Gao, c'est déjà à 100%. Donc, c'est l'essentiel. Mais nous, on est déterminés à chasser les Moujao hors des territoires maliens. Tout un arsenal de guerre est déployé ici pour rassurer les populations dans ce sens. Les ratissages continuent dans la ville afin de débusquer d'éventuels islamistes qui n'ont pas eu le temps de fuir. Un aspect sécuritaire bien apprécié par le maire de Gao. Vraiment, la ville est très rassurée et les gens circulent librement à l'intérieur. Vous êtes confiant? Je suis très content. En tous les cas, un détachement de la prévôté de la gendarmerie nationale est arrivé à Gao. C'est une nouvelle ère qui vient de s'ouvrir ici à Gao. Toujours sur le terrain, la traque des bandits, la traque des terroristes continue. À noter que le gouverneur de Gao, Mamadou Adama Diallo, et tous les préfets de la région ont déjà rejoint leur poste. Partons à Tombouctou, qui est libéré depuis 72 heures maintenant. Le défi principal reste la sécurisation de la ville, une opération que mène actuellement sur le terrain l'armée malienne. Le chef des opérations militaires à Tombouctou, colonel Keba Sangaré, a invité les populations à rester vigilants, à ne pas faire d'amalgame. Sidiki Dameli. Des hélicoptères qui patrouillent dans la ville de Tombouctou 24 heures sur 24. Des militaires maliens et français positionnés sur les points stratégiques de la ville. Les habitants de la cité des 333 Saints sont sous haute surveillance. Les djihadistes ont pris la poudre d'escampette avec leurs complices, laissant derrière eux des cargaisons de munitions et d'armes au fond de certaines boutiques. Adieu la charia des façades et vive la liberté retrouvée. À Tombouctou, le colonel Keba Sangaré, qui dirige les opérations militaires, et ses hommes sont des plus adulés. Leur message aux populations, savourer la liberté, mais prudence et pas d'amalgame.
Oui, c'est une joie, mais cette joie risque de se transformer en autre chose. Et on est content de venir à Tombouctou avec nos amis français, mais je demande encore une fois à la population de Tombouctou de ne pas céder à la panique et surtout d'éviter les actes de vengeance et de vandalisme. Ça n'apporte rien, ça n'apportera rien. Donc vraiment de nous laisser faire le travail afin qu'on arrive à déceler les suspects et de les traduire à la justice. Et la justice est là. Donc les actes de vengeance personnelle, vraiment qu'ils évitent. Après Gao et Tombouctou lundi, la reconquête du nord du Mali se poursuit. Les troupes françaises ont atterri à Kidal. Cette nouvelle étape ne ressemble cependant pas aux précédentes. L'armée française, cette fois-ci, est arrivée seule dans ces bastions islamistes âprement disputés. Et nous avons ce communiqué du gouvernement. Le gouvernement du Mali se félicite de l'adoption hier mardi de la feuille de route de la transition par l'Assemblée nationale. Ce vote qui traduit la confiance et le soutien des élus au gouvernement de transition nous fonde, selon le communiqué, à poursuivre l'exécution des deux missions fondamentales, à savoir la reconquête des régions occupées par des terroristes et l'organisation des élections. Déjà, force est de reconnaître que la libération des régions occupées s'effectue de manière progressive et satisfaisante. Après Kona, Djabali, Douanzan, Gao, Tombouctou, les forces armées maliennes, appuyées par les troupes africaines et françaises, préparent activement la libération de Kidal, ultime étape de reconquête totale du territoire. Après les frappes effectuées par l'aviation, les premières troupes sont à ce jour arrivées à Kidal. Le régime malien prévu pour être déployé à Kidal a achevé sa mise en condition et fait mouvement présentement pour rejoindre les forces spéciales déjà sur place. Le gouvernement du Mali salue l'engagement des forces armées maliennes et leurs alliés. Dans le fuseau ouest, la bonne collaboration est de mise entre les forces armées du Mali et leurs alliés. C'est là dans tous les domaines. Les envoyés spéciaux de la DIRPA s'y sont rendus à l'hôpital Nianakorofomba de Ségou et ils ont constaté une intervention chirurgicale du soldat de deuxième classe Cheikh Karambiri du contingent burkinabé. Écoutons le médecin lieutenant-colonel Amidou Samaké au micro du capitaine Sibiri Konaté de la DIRPA. Très rapidement, les circonstances de l'intervention, nous avons été interpellés par nos homologues du Burkina. Cet élément se tordait de douleur depuis le matin, hier. Et donc, à la suite des investigations, on a dans un premier temps essayé la méthode médicale en lui donnant un normalisant du transit. Mais on n'a pas été satisfait par cette médication, on a été obligé de l'amener à l'hôpital. Après les bilans, le bilan biologique, le bilan radiologique, on a convenu au diagnostic de syndrome occlusif par BRIT. Parce que d'après l'interrogatoire et l'examen, il aurait été opéré il y a quelques mois pour une péritonite. Donc c'est les séquelles de cette péritonite. Et nous avons procédé à l'intervention avec mon collègue qui est le chef du service de chirurgie de l'hôpital régional de Ségou, en l'occurrence le docteur Kepler. Nous avons fait l'intervention ensemble et ça s'est bien passé. Et il y avait plein de choses pour faire le secret médical. Et l'intervention globalement s'est bien passée. Comme vous le voyez, il est déjà réveillé. Et d'un moment à l'autre, on va le transférer des urgences aux salles d'hospitalisation. Quittons le Mali, direction Paris, où l'Institut de recherche et d'études africaines a organisé une journée de réflexion en partenariat avec la maison d'édition L'Harmattan. Le thème est tous ensemble avec le Mali. Sur place, le reportage de Magamfine Konati. La Maison de l'Afrique, les éditions L'Harmattan et les intellectuels africains et amis du Mali souhaitent jouer leur partition à travers la réflexion. Leur objectif, prêcher la bonne information. Mieux informer l'opinion publique parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de discours sur la crise malienne qui sont des discours très fallacieux. Donc mieux informer sur les réalités maliennes et aussi essayer de construire un réseau, une opinion solidaire par rapport au Mali. La recherche d'une paix durable passe par des soins appropriés à la racine du mal. Pour le chercheur français André Bourgeot,
Il ne faudrait pas se tromper cette fois-ci d'interlocuteur. Le problème se pose en termes de négociation et donc de négociateurs. Si les pouvoirs de la communauté internationale et le pouvoir politique malien ne réussissent pas à mettre autour de la table tous les représentants du septentrion malien, parce que le septentrion malien, sur le plan démographique, il est quand même surtout composé de Songhai, de Maures, de Bozo, de Peuls, bien sûr, d'Arabes, et on ne peut pas privilégier un seul mouvement qui ne représente actuellement que lui-même. Donc s'il n'y a pas cette volonté de concertation avec toutes les forces sociales et politiques du Mali, je crains que ça débouche sur quelque chose qui soit pas tellement acceptable. Après la guerre, instaurer une paix durable requiert des préalables soutiens de l'ambassadeur Boubacar Sidiki Touré. Il faut relancer l'économie nationale. Donc il faut voir les voies et moyens appropriés pour aller dans cette gestion. L'organisation des élections libres et transparentes sur tous les territoires et la restauration de l'intégrité territoriale. Après, il y a le problème de la réconciliation nationale. Vivre ensemble, les communautés, les populations qui sont réfugiées dans le Nord, comment faire en sorte que ces populations reviennent au pays et puis qu'on puisse avoir un mieux-être, un mieux vivre harmonieux. Venu écouter les aînés, la jeunesse malienne et franco-malienne a été invitée à la vigilance et à la mobilisation afin d'éviter les erreurs du passé. L'association des cadres déplacés du nord du Mali, le comité des jeunes pour le suivi de la crise au nord du Mali, l'association des ressortissants et sympathisants pour le développement du cercle de Gourmararous, le conseil communal de la commune rurale de Souranzan, Tomoto, le cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali, CRI 2002, se réjouissent de la récupération des régions de Gao et Tombouctou par les forces armées maliennes et françaises. Il les encourage par ailleurs dans leur noble mission de reconquête de l'ensemble du territoire national. Sur un tout autre plan, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies et le gouvernement du Mali viennent de procéder au lancement officiel de la procédure d'appel Global Mali 2013. D'après cette procédure d'appel, il faut une aide humanitaire de plus de 370 millions de dollars pour notre pays en termes d'aide d'urgence auprès des populations affectées par la crise. Garibou Pérou a assisté à la cérémonie de lancement, son compte rendu. Plus de 370 millions de dollars pour le Mali, c'est l'estimation faite par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies à travers la procédure d'appel global Mali 2013. Ce chiffre est obtenu suite à une évaluation pour faire face à l'insécurité alimentaire qui menace notre pays. Le lancement de ce cap est un événement important pour le gouvernement. Vous l'avez souligné, c'est un partenariat entre le Mali et les agences des Nations Unies, les ONG internationales, les partenaires techniques et financiers et toutes les bonnes volontés qui ont bien voulu se mobiliser pour apporter une réponse à cette crise qui est une crise la plus profonde que notre pays a connue depuis 50 années. Le Mali est affecté par une crise complexe sans précédent. C'est d'ailleurs la raison qui anime les humanitaires à coordonner davantage leur synergie afin d'offrir aux populations victimes la meilleure protection. La communauté internationale tout entière, quel que soit ce qu'on peut dire, se mobilise pour que le Mali se libère. À l'endroit des partenaires techniques et financiers, je veux leur dire que c'est le moment d'aider le Mali. La procédure d'appel global Mali 2013 est un outil de référence qui permet aux bailleurs de fonds de disposer d'une vision unique de l'action humanitaire. Très préoccupés, les différents partenaires ont soumis 139 projets d'aide humanitaire afin de réduire les conséquences liées à l'insécurité alimentaire au Mali pour l'année 2013. Place à notre grand format de ce journal. Après le Maoul naissance, le Maoul baptême a été célébré hier nuit dans la plus grande simplicité à l'intérieur de certaines mosquées de Bamako. Les fidèles ont lu le Saint-Coran et ils ont fait des bénédictions afin que notre pays retrouve la paix, la quiétude et la stabilité. Adama Djimde a fait le tour de certaines mosquées. Tout comme au Maoulid de naissance, les fidèles ont pris d'assaut certains lieux de culte à travers la ville de Bamako. Comme d'habitude, les étrangers, à l'image de M. Diawara, se sont joints aux nationaux pour lire le Coran et autres hadiths. Depuis la crise malienne est commencée, nous avons lancé appel à tous nos collaborateurs, à tous nos adhérents, à chaque jeudi, la veille du vendredi, et de faire des doigts au Mali, comme d'habitude nous le faisons. Nous souhaitons toujours que cette doigt soit quand même exaucée par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prêcheur Baya Aydra, de son côté, a choisi son domicile pour prier et faire des bénédictions.
On appelle tous les musulmans croyants de prier pour notre pays, le Mali. On a besoin de la paix et la stabilité dans notre pays. Au niveau de la communauté soufie, l'on a dû renoncer à plusieurs autres activités pour se conformer aux instructions. Nous célébrons le Mawlud d'une manière avec faste. Pourquoi? Parce qu'on organise des kermesses, des cadeaux pour les enfants, des compétitions, des jeux concours, des conférences, débats, toute une semaine, chapeautée par remise de diplômes et de félicitations, des remerciements. Donc cette année, on a sursoit à tout cela face à la situation actuelle que notre pays traverse. Les fidèles à l'unisson ont dit des prières pour que le Mali retrouve sa paix et sa tranquillité. Amen. La célébration du Maoul à travers la ville a cette année une connotation particulière vu l'état d'urgence décrété dans notre pays. Pas donc de grande effervescence en ville autour de cette soirée de prière et de recueillement. Cependant, les autorités ont pris les dispositions nécessaires pour sécuriser Bamako. Une patrouille de grande envergure a été organisée à cet effet. Pour l'opération, environ 300 hommes et une trentaine de véhicules ont été mobilisés. Adama Kodjo. Il est 22h30 en temps universel. Le contrôleur général de police s'adresse aux hommes pour cette patrouille mixte de grande envergure. Patrouille à laquelle ont pris part des éléments de la gendarmerie, de la garde et de la police nationale. Vous allez appliquer, faire respecter les mesures prises par le gouvernement par rapport au grand rassemblement sur la voie publique. Alors, il s'agira pour vous, chaque fois que vous en rencontrerez, de les disperser sans violence, avec courtoisie, parce que ça va dans leur intérêt et dans l'intérêt de la population, dans l'intérêt de nous tous. Pour l'efficacité de l'opération, les hommes sont répartis entre les 4 secteurs de la capitale. Notre équipe de reportage suit les éléments du secteur 2 qui vont sillonner les quartiers Boulkasmougou, Titibougou et Sotiba. En fouillant les véhicules, et les personnes suspectes, nous les palpons, comme vous l'avez suivi avec nous. Et nous contrôlons également les documents à bord des véhicules. Nous contrôlons les motocyclistes qui ne sont pas munis de leurs pièces d'identité. Ce soir, l'inspecteur et ses hommes mettent beaucoup l'accent sur la sensibilisation des personnes présentant d'autres pièces d'identité différentes de la carte civile. Une pédagogie qui fait partie de la mission, dit-on. Nous avions demandé aux citoyens de prendre les mesures pour se faire établir les pièces d'identité. Et les usagers de route d'apprécier la présence des forces de sécurité dans les rues et sur les grandes artères de la ville. Compte tenu vraiment de l'insécurité qui sévit vraiment tous les pays, donc des contrôles de ces gens nous met encore en confiance vraiment sur la route. Comme vous-même vous venez de le voir, la route n'est pas éclairée. Qu'il continue avec cette patrouille jusqu'à ce que nous ayons la confiance totale que tout va bien dans le pays. Même après cela, qu'il poursuive, parce que c'est une pratique qui apporte la quiétude au sein de la société. Il est 1h le matin, notre équipe quitte l'inspecteur et ses 9 éléments. Direction les secteurs 3 et 4 des communes 5 et 6 du district. Dans ces secteurs, les constats sont identiques. Nous avons interpellé 3 personnes pour défaut d'identité. Ces 3 personnes, nous les avons conduits à la base pour vérifier leur identité. Ensuite, nous avons interpellé 4 engins à 2 roues qui étaient aussi sans pièces. Ces engins aussi ont été conduits au niveau de la base pour vérification. Ensuite, nous avons interpellé un véhicule qui n'avait pas de pièces aussi. Donc ce véhicule aussi a été conduit au commissariat de police pour vérification. Le constat qui se dégage est que les usagers se soumettent au contrôle. Pour le moment, on n'a pas enregistré de cas de refus d'obtempérer. La population, je les invite à plus de vigilance, de collaborer avec les forces de sécurité. Pour cette opération, environ 300 hommes et une trentaine de véhicules ont été mobilisés.
Allez, du sport, du football, Coupe d'Afrique des Nations, Togo, Tunisie 1-1. Les éperviers s'y sont qualifiés difficilement pour les quarts de finale de la CAN 2013. La Tunisie reste donc à quai avec l'Algérie qui est parvenue à coucher la Côte d'Ivoire dans une rencontre sans enjeu. En effet, l'Algérie et la Côte d'Ivoire ont fait un match nul, 2 buts partout. À noter que le Togo va disputer le premier quart de finale de son histoire à la CAN. Les 4 affiches des quarts de finale sont donc connues. Ghana, Cap-Vert, Afrique du Sud, Mali, Côte d'Ivoire, Nigeria et Togo, Burkina Faso. Al-Jumatina nous en dit. À suivre évidemment ces matchs sur l'ORTM. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable fidélité à votre télévision nationale. Sur la ligne de front, c'est tout de suite après la météo. L'émission reçoit comme invité ce soir le lieutenant-colonel Suleiman Dambélé. Il sera question du positionnement de nos troupes au front, entre autres. Demain, pour la grande édition, vous serez avec Aoui Touré. Les éditions matinales seront une présentation de Amadou Sankaré. Bonne suite de programme et retenez que nous sommes de cœur et d'action avec nos compatriotes vivant encore sous occupation. La libération totale du territoire est pour très bientôt. Bonsoir à tous.